Bienvenue dans le débat consacré aux législatives au lendemain du résultat du premier tour. Le RN, première force politique du pays devant le nouveau Front populaire. La majorité est en troisième position. La campagne du second tour a commencé. Jordan Bardella appelle les électeurs à donner au RN et à ses alliés une majorité absolue. La question des désistements en cas de triangulaire se pose avec force. 306 circonscriptions qui se retrouvaient potentiellement dans cette situation hier soir. Il en reste une centaine. La gauche se retire partout où elle est arrivée en troisième position. Le camp de la majorité est plus divisé. Certains se retirent alors que d'autres refusent. Emmanuel Macron a affirmé à ses ministres que pas une voix ne devait aller à l'extrême droite au second tour des législatives, a-t-il dit aujourd'hui. Les candidats ont jusqu'à demain, 18h, pour décider. Alors, quels sont les enseignements de ce premier tour? Quelles sont les stratégies des différents partis en cas de triangulaire? Quel scénario possible? Voilà les questions que nous allons poser à nos invités. J'ai le plaisir d'avoir à mes côtés Yasmina Jaffar. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes présidente de la Ruche Média, également journaliste à Franc-Tireur. Bienvenue à vous. Nous avons en face de vous Yves Tréhard, bonsoir. Bonsoir. Directeur adjoint de la rédaction et éditorialiste au Figaro. Bienvenue bonsoir. Yves Tréhard. Avec nous également Laurent Geoffrin, bonsoir, journaliste, directeur du quotidien lejournal.info. Bienvenue. Et puis Stewart Shaw est avec nous, directeur d'études à l'Institut Verian et co-auteur avec Frédéric Dabi de La Fracture, comment la jeunesse d'aujourd'hui fait sécession, ses valeurs, ses choix, ses révoltes, ses espoirs, et c'est aux éditions des Arènes. Avant de démarrer cette discussion, je vous propose de faire un petit point en images avec Jeff Wittenberg et Mathieu Leur. Hénin-Beaumont dans le Pas-de-Calais, le fief de Marine Le Pen qui hier y a été réélu dès le premier tour. Hénin-Beaumont, l'épicentre de ce nouveau séisme électoral. Les habitants croisés ce matin sont sans surprise comblés. Moi, je suis contente que le RN est passé, sans être raciste. Le programme me plaît et ça fait des années que ça dure. Donc moi, je suis très, très satisfait du résultat du Front National. Soir de victoire, Marine Le Pen savoure son score personnel et celui de son camp, mais regarde aussi la situation électorale. La victoire totale n'est pas encore acquise. Pour conduire les réformes dont le pays a besoin, il nous faut une majorité absolue pour que Jordan Bardella soit dans 8 jours nommé Premier ministre par Emmanuel Macron. Et le désormais favori pour Matignon s'exprime lui comme s'il y était déjà. J'entends être le Premier ministre de tous les Français, à l'écoute de chacune et de chacun, respectueux des oppositions, ouvert au dialogue et soucieux à chaque instant de l'unité de la nation. Soirée paradoxale pour la gauche. Les militants du nouveau Front populaire réunis hier soir place de la République à Paris célèbrent leur deuxième place, leur bonne résistance dans quelques places fortes. Mais ils sont aussi là pour une autre raison. Je ne veux pas vivre dans une société où c'est le RN qui gouverne, donc c'est pour ça que je suis là. Je comprends qu'il y a un fort ressentiment, mais je ne crois pas que le Rassemblement national et que l'extrême droite ça soit une solution. Défilé de leaders à la tribune, y compris Jean-Luc Mélenchon, même s'il est décrié dans son propre camp. Raphaël Glucksmann, lui, résume l'enjeu du second tour. Voulons-nous, oui ou non, que l'extrême droite, pour la première fois de l'histoire de France, conquiert le pouvoir dans notre pays par les urnes? C'est cela la seule question qui compte. Soirée de lourde défaite pour l'ex-majorité enfin. Gabriel Attal a donné la ligne, désistement au cas par cas. Le camp présidentiel tente d'imaginer un scénario alternatif. Soit l'extrême droite a une majorité absolue dans notre pays, donc ça veut dire qu'ils ont les clés pour gouverner, soit nous arrivons à créer une coalition avec des gens qui sont responsables pour l'avenir de notre pays. Les électeurs seront-ils aussi nombreux dimanche prochain? Au premier tour, jamais les Français n'avaient autant voté pour des législatives depuis 1997. Et on va regarder ensemble donc les résultats définitifs. D'abord, le RN et ses alliés LR-RN, c'est 33,1% des suffrages. Nouveau Front populaire, vous le voyez, 28%. La majorité, 20%. LR, c'est LR et divers droite, 10,2%. Et ensuite divers centre à 1,7%. Yves Tréhard, pour vous, quels sont les enseignements finalement des résultats de ce premier tour? Est-ce que c'est d'abord un échec pour Emmanuel Macron? Oui, alors il y a beaucoup d'enseignements. Il y a beaucoup d'enseignements. Le premier des échecs, c'est vraiment la raclée, si vous me permettez l'expression, qu'a reçue Emmanuel Macron. Il s'est mis dans ce piège qu'il connaissait, et ce piège s'est refermé sur lui avec, je dirais, une détestation. Si, c'est assez audacieux ce que je vais dire, mais si vous cumulez le score du Rassemblement national et de ses alliés et le score
du nouveau Front populaire, vous arrivez à un front du refus qui est absolument énorme. Et ça, c'est pas une surprise, on le savait. Et là, ça se traduit manifestement. Le deuxième enseignement, c'est que il y a une forte poussée du Rassemblement national, parce qu'il faut comparer à 2022. Il ne faut pas comparer aux européennes. Et si on compare à 2022, il y a une forte augmentation du vote pour le Rassemblement national et une poussée qui est évidente. Est-ce que ça leur donnera la majorité absolue ? Je ne sais pas. Il y a deux solutions. Soit ils ont la majorité absolue la semaine prochaine de façon claire, soit ils ont une majorité relative. S'il leur reste 10 sièges à conquérir, à mon avis, ils les trouveront. Ils les trouveront auprès, justement, des Républicains, et puis peut-être d'autres, des indépendants, je ne sais pas. Si, en revanche, il leur manque 40 ou 50 sièges, alors là se pose une question réelle, parce que si on en croit ce qu'ils nous disent, ils ne veulent pas occuper Matignon dans ce cas-là. C'est ce qu'ils disent pour l'instant. C'est ce qu'ils disent pour l'instant. Et puis, troisième enseignement, je fais court, c'est quand même la gauche, et ça, on compare encore à 2022. À 2022, je crois que la gauche faisait à peu près 25%. Elle a progressé. Elle fait mieux. Elle fait beaucoup mieux. Alors, en nombre de voix, je ne sais pas exactement, mais enfin, elle fait mieux. Et aujourd'hui, elle peut imaginer, troubler le jeu. C'est ce qu'elle fait, d'ailleurs. Yasmina Jaffar, la raclée pour Emmanuel Macron, d'abord. Oui, un pari raté. Une envie de renverser la table à sa manière. On a souvent dit que c'était peut-être une affaire d'ego et de vexation. Je pense que ça va plus loin que ça. Quand même, il y a une envie peut-être de renvoyer dos à dos les extrêmes et surtout d'expliquer à Jordan Bardella que si vraiment il voulait le pouvoir, nous allons voir à quel point il était capable de l'obtenir. Et c'est là où le jeu est dangereux. Mais ce qui est assez intéressant dans ce qui vient de se passer, c'est qu'il y a eu quand même 2 millions de procurations. Il y a eu en effet, vous avez raison, la gauche qui a gagné un petit peu plus de voix. Et s'il n'y avait pas eu ces procurations et cette envie de se rassembler, et pour une fois, même si la NUPS 2, comme le dit Marine Le Pen, avec beaucoup de désobligeance, a commencé à pinailler, quand même, malgré tout, ils ont fait front en trouvant ce nom assez excellent qui venait de l'héritage de Léon Blum. Voilà, donc ça, c'est bien pensé de la part de l'équipe de monsieur Ruffin, exactement. Donc c'est ça qui est assez intéressant, c'est de voir que malgré tout, il y a un front et que peut-être ça peut changer quelque chose dans les sièges qui seront accordés le 7 ou pas à Jordan Bardella. Donc il y a quand même un réveil qui existe en France, et ça c'est une réponse assez intéressante à tous ceux qui pourraient penser qu'il y a un racisme systémique, qu'il y a 40% de fachos dans ce pays, que peut-être on ne peut pas arriver à s'entendre. Il y a quand même un front qui existe et une volonté d'en découdre avec ceux qui sont aux portes du pouvoir. Laurent Geoffrin, sur les enseignements. Les enseignements, l'immédiat, c'est ce que vous avez dit, c'est Macron, parce qu'on voit bien... La raclée. Il y a un autre chiffre qui est très spectaculaire, c'est en 2017, je crois qu'au législatif, pour comparer les mêmes élections, le Rassemblement national faisait 13, en 2022, il est monté à 18, et de 22 à 24, il a doublé, pratiquement doublé, un peu moins que doublé. En 2 ans, donc. En 2 ans. Donc ça veut dire que le macronisme, c'est pas la seule cause, il y a des causes beaucoup plus profondes qui viennent de loin. Est-ce que c'est la méthode de gouvernement d'Emmanuel Macron ? Je pense que les gens se sont sentis dédaignés. Je crois que c'est le fond de l'affaire. Oui. Les gens ont pensé que Macron, comme une partie de la classe dirigeante, mais il en est devenu le symbole, vit dans la mondialisation à l'aise et prend des décisions un peu solitaires, mais qui correspondent aux intérêts des gens qui sont autour de lui. Alors, tort ou raison, je ne dis pas que c'est forcément vrai, mais je pense que les gens pensent ça. Et donc, ils se sentent, oui, c'est ça, dédaignés, oubliés, abandonnés, un peu méprisés parfois même, parce qu'il a eu des déclarations extrêmement maladroites. Je ne crois pas que ce soit un type méprisant, mais ces déclarations l'étaient en tout cas. Et ça a cristallisé un ressentiment qui vient de loin. Alors, les causes réelles, au fond, on les connaît. C'est ça d'ailleurs qui est terrible, c'est que on les connaît, c'est-à-dire qu'on dit la même chose depuis 20 ans. Notamment pour la gauche. C'est terrible. C'est pouvoir d'achat de la classe populaire stagnant ou augmentant très peu, alors que celui des classes dirigeantes explose. 1. 2. L'insécurité. C'est vrai qu'elle a augmenté et que les gouvernements ont donné le sentiment d'être impuissants, à tort ou à raison, mais enfin, ils ont donné ce sentiment. L'immigration, on le voit encore dans le programme du Front populaire. Sur l'immigration, il y a des choses très bien. Il y a un meilleur accueil. Il faut régulariser les gens qui sont là depuis longtemps, c'est très bien. Mais il n'y a rien sur la maîtrise des flux. C'est hallucinant. Pourquoi il n'y a rien ? Parce qu'il y a des choses à dire. Il y a des lois en France.
pourquoi les OQTF ne sont pas appliqués, par exemple, c'est une bonne question. Ça. Et la gauche évite toujours cette question, alors que quand elle est au pouvoir, elle les applique, enfin, elle essaye de les appliquer, pas beaucoup, enfin, elle les applique quand même. Donc sur le principe, la gauche est d'accord avec ça, mais elle n'en parle pas. Elle n'en parle pas. Elle a peur d'en parler. Donc là, évidemment, les gens se disent, bon, bah, au moins le Front National, ils en parlent. Et ils ont des solutions qui sont mauvaises, à mon avis, à tous égards, moralement, légalement, et aussi en termes d'efficacité. Mais ils disent quelque chose. Et puis, à cela s'est ajouté, dans les zones rurales, des questions qui sont liées à l'écologie, qui a été mal expliquée, j'imagine, ou des mesures qui ont été prises de manière trop à l'emporte-pièce, quoi, sur les carburants, c'était les gilets jaunes. Les gilets jaunes. Ça. Et les gens disent, quand on va dans des petits villages, quoi, tout tranquille, où il n'y a pas d'immigrés, etc., ils disent, oui, mais la voiture, moi j'ai une voiture, ou 2 par ménage ouvrier, etc., et j'en ai besoin. Donc si on m'empêche de la prendre, il faut porter la responsabilité à Emmanuel Macron. À Sedan, à Paris, et donc à Paris, il y a Macron. Ouais. Stewart Shaw, sur justement ce score du Rassemblement national. Oui, je m'inscris complètement dans ce qui a été dit. Je trouve que ce qui est intéressant, effectivement, c'est cette fracture qu'on avait déjà commencé à observer en 2022, pour reprendre un peu la théorie de David Goodhart, des somewhere et des anywhere, c'est-à-dire de ceux qui sont de quelque part et de ceux qui sont de partout, ceux qui sont ancrés et qui, effectivement, d'une certaine manière, je pense, expriment là, dans ces résultats, et depuis 2022, un sentiment de manque de reconnaissance. C'est vrai que la pratique du pouvoir aussi peut exprimer ce mépris, en tout cas ce déficit de reconnaissance. Trop personnel, trop vertical, et puis peut-être aussi trop éloigné, à la fois dans la tonalité, dans la sémantique, dans la rhétorique. Et je pense qu'une certaine partie de l'opinion se reconnaît finalement dans ce porte-voix qu'est le Rassemblement national. Mais juste peut-être pour revenir sur ce résultat qui effectivement n'est pas réellement une surprise. Alors je tiens quand même à le préciser, les instituts de sondage ne se sont pas trompés cette fois-ci. Et donc pour le coup, on a observé depuis un certain nombre de temps effectivement une dynamique de crédibilisation du Rassemblement national. Je vous donne juste quelques chiffres qui, au-delà de l'aspect de l'expression politique, nous dit beaucoup de cette opinion qui change. Au début de l'année 2024, on mène un baromètre sur le Rassemblement national depuis 1984. Et il y a 2 chiffres qu'on publie au début de l'année 2024 qui nous semblent assez édifiants et qui montrent vraiment ce moment de rupture. 33% des Français, c'est l'un des scores les plus hauts jamais enregistrés, sont d'accord avec les solutions apportées par le Rassemblement national. 33%, c'est à peu près le score qu'ils ont fait hier. Et puis surtout, ce qui est assez intéressant, c'est que c'est la première fois depuis le début de ce baromètre, donc depuis les années 1984, qu'on a plus de Français qui considèrent que le Rassemblement national n'est pas un danger pour la démocratie que ceux qui considèrent qu'au contraire c'est un danger pour la démocratie. C'est un enjeu qui est fondamental. Ça, c'est le résultat de la dédiabolisation. C'est le résultat de la dédiabolisation et ça va avoir un impact majeur sur cette campagne de l'entre-deux tours. On parle beaucoup du Front républicain par exemple. Justement, on va en parler, mais juste avant encore une dernière réaction, Yves Tréhard, sur justement le score du Rassemblement national, hein, vous le disiez. Donc 10,6 millions de Français qui ont voté pour le RN et ses alliés. Donc plus de 10 millions, 9,3 millions si on prend que le RN au premier tour. Toutes les tranches d'âge, les jeunes 18-24 ans, vous avez le nouveau Front populaire qui est quand même en tête avec 48%, mais RN qui est tout de même à 33% chez les jeunes 18-24. Chez les 25-34, c'est NFP toujours en tête, mais à 38%, là 32% pour le RN. Et ensuite, les 35-49 ans, RN 36%, NFP 31%. Donc, on voit que c'est aussi toute catégorie professionnelle. Et puis, c'est un peu partout en France, sauf les grandes métropoles. Donc, Yves Tréhard, vous rejoignez probablement ce que vient de dire Stewart Shaw, quoi. Il y a une sorte de Oui, alors ils sont... dans les grandes métropoles, il y a quand même la gauche qui est... La gauche, même la France insoumise, qui est assez implantée. Mais... C'est le seul endroit où, justement, le RN n'apparaît pas très fortement. Paris, par exemple, ils ont beaucoup de mal à pénétrer dans Paris. Ce qui n'est pas le cas à Marseille. À Marseille, ils sont là. Ce qui est intéressant, si vous voulez, c'est qu'il y avait un public qui était assez hostile au Rassemblement national. C'était le public des plus anciens, qui avaient peur, pour des raisons d'ailleurs principalement économiques. Que leur pension de retraite vole en éclats avec la sortie de l'euro. Enfin, il y avait plein de fantasmes, entre guillemets, parce que ce n'était pas tout à fait des fantasmes. Il y a 2 ou 3 ans, c'était encore à l'ordre du jour. Donc, tout ça a sauté. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose que je remarquerais quand même, si vous regardez la carte de hier soir, c'est que la Bretagne, qui s'était laissée
embarqué, je dirais, dans la poussée de la semaine dernière, enfin dans la poussée des européennes. Les européennes, plutôt, finalement, est resté... Eh ben oui, vous regardez la carte, c'est un des endroits où le Rassemblement national, néanmoins, a du mal à s'installer dans des élections législatives, parce que, et la majorité présidentielle qui colle assez bien dans ses idées à cette terre chrétienne-démocrate ou social-démocrate, je ne sais pas, et la gauche, on va dire social-démocrate précisément, eh bien, arrive quand même à se maintenir pour le moment. La gauche unie, en tout cas, elle fait un score à leur deuxième. Hein. Elle fait donc mieux, on le disait, hein, qu'en 2022. On va écouter Jean-Luc Mélenchon. Le président Macron pensait enfermer de nouveau le suffrage universel, l'opinion, dans le choix étouffant dont plus personne ne veut, lui ou le RN. Un vote massif a déjoué le piège qui était tendu au pays. Ce vote a infligé une lourde et indiscutable défaite au président, à ses candidats et à la prétendue majorité présidentielle. Ce soir, une seule chose est certaine en matière de primature, M. Attal ne sera plus Premier ministre. Yasmine Jaffar, donc la stratégie de la gauche, parce qu'on va parler de ces triangulaires qui sont fondamentales hein, pour ce second tour. 306 triangulaires potentiels, ça c'était hier soir. Il n'y en aurait plus qu'une centaine parce qu'effectivement, il y a un certain nombre de désistements et la gauche a été très claire là-dessus. C'est le Front républicain, finalement, qui l'emporte à gauche. Ils appellent à faire barrage contre le RN, Jean-Luc Mélenchon y compris. Oui, en effet. Alors, est-ce que ça sera une stratégie gagnante contre le RN ? Depuis hier, il y a des propositions et des stratégies qui diffèrent les uns des autres. Donc là, ce que l'on voit, c'est que d'abord à 20h15, Jean-Luc Mélenchon prend la parole avant tout le monde lors de cette coalition de gauche. Donc c'est assez étonnant de voir que, comme vous disiez, il est très présent et peut-être que son souhait d'être Premier ministre est là plus présent qu'il ne l'imagine ou qu'il ne le laisse penser. Au niveau des triangulaires, évidemment, l'idée, c'est pour une certaine partie, c'est de se retirer pour laisser la possibilité à la deuxième personne en place d'exister par rapport à la première. Au niveau des triangulaires, je vous avoue que ce n'est pas exactement le sujet de mes prédilections, donc je ne connais pas très très bien tout ça. Mais en tout cas, le Front républicain existe quand même à gauche. Oui, le Front républicain existe à gauche, c'est ce que je disais tout à l'heure. Il y a de toute façon un front évident et on serait ravis d'être demain à 18h30 pour voir à peu près comment les choses s'installent, parce qu'aujourd'hui, on fait des projections, mais c'est un calcul très compliqué, je pense, pour les Français de comprendre tout ça, et que l'urgence est d'abord de comprendre que le message clair de Gabriel Attal, qui pour moi, à mon sens, hier soir a été le plus clair d'entre tous, entre les différents partis, et de faire barrage, en effet, à l'extrême droite. Mais justement, Laurent Geoffrin, il y a une différence entre la majorité, un Gabriel Attal assez plus clair, mais par exemple Édouard Philippe qui lui reparle du Nini, donc il ne veut pas non plus qu'il y ait un désistement en faveur du... Ni LFI. Ni LFI, ni RN, et alors que la gauche est claire manifestement. En cas de triangulaire, on se désiste en faveur du candidat qui est face au RN. La tradition de la gauche, elle est respectée. Alors on craignait qu'elle ne fût point, mais elle l'a été. Et c'est vrai que... mais Macron, il a tapé tellement sur la gauche avant le premier tour qu'il a quand même du mal maintenant à expliquer qu'il fallait absolument voter pour eux. Sinon, c'est une catastrophe. Parce que oui, alors manifestement, c'est ce qu'il aurait dit aujourd'hui à ses ministres, Emmanuel Macron. Justement, il aurait eu une stratégie du Front républicain. Donc, pour le lecteur du centre, enfin de Macron, c'est un peu bizarre, parce qu'il dit c'est très dangereux, les deux sont dangereux, on va vers la guerre civile, etc. Et puis alors, il se passe 3 heures, 4 heures, et il dit bah non, finalement, je me suis trompé, il y en a un qui est plus dangereux que l'autre, quoi. Mais alors, pourquoi il ne l'a pas dit avant? Il aurait pu le laisser entendre auparavant. Donc c'est plutôt chaotique. Il y a un handicap sur la gauche, c'est Mélenchon, qui continue à tirer le... Parce que quand on regarde les résultats, vous avez 28% de voix pour le nouveau Front populaire. Aux européennes, c'était plus. Donc quand on fait l'union, on fait moins de voix que quand on ne la fait pas. C'est quand même bizarre. Comment ça se fait?
Normalement, il y a une dynamique de l'Union, il y a une espèce d'enthousiasme, et on conquiert des voix par rapport à ce que ça aurait été si on avait été divisé. Et là, c'est le contraire. Et ben, l'explication est toute simple, c'est que quand on est unis, il y a Mélenchon dans le cocktail. Et mais c'était la stratégie électorale de s'unir. Oui, malgré le côté irréconciliable de ces gauches. Oui, mais c'est à cause du mode de scrutin, parce qu'évidemment, s'ils vont séparément, ils ont beaucoup moins de sièges. Enfin, ils craignent d'avoir beaucoup moins de sièges, je ne suis même pas sûr. Mais pas sûr, aux européennes, il faudrait refaire les comptes, c'est très compliqué. Ouais. Mais aux européennes, ils n'ont pas besoin de s'unir, puisque s'il n'y a qu'un seul tour, c'est la proportionnelle. D'ailleurs, ce serait une solution pour une future majorité, à mon avis. C'est que si le Rassemblement national est assez loin de la majorité, il va y avoir une espèce de coalition disparate à monter. Ça va être difficile. Une coalition. Mais il y a une chose sur laquelle cette coalition pourrait se mettre d'accord, c'est de mettre la proportionnelle. Parce que vous mettez la proportionnelle, c'est une loi simple, vous mettez la proportionnelle, le Rassemblement national ne peut plus gagner. Il ne peut plus gagner, puisqu'il fait 30%. Donc il a deux tiers des Français contre lui. Si on fait ça à la proportionnelle, eh ben, il a un tiers des députés, il n'a pas une majorité. Ça pourrait être... Donc ça règle une partie de la question. Une partie seulement parce qu'après il y a une présidentielle. Là, vous ne pouvez pas le faire à la proportionnelle. Un mot en tout cas sur Marine Tondelier et Bruno Le Maire. Il y a une passe d'armes ce matin justement sur cette stratégie du Front républicain. J'appelle également tous nos électeurs, lorsque nos candidats ne sont pas au second tour, à voter pour un candidat du camp social-démocrate. C'est-à-dire un représentant du Parti socialiste, du Parti communiste ou des Verts. J'appelle tous nos électeurs qui pourraient avoir des invitations. Pas LFI, la France insoumise, donc c'est comme Édouard Philippe. Non, je combats le Rassemblement national, mais je ne vote pas pour la France insoumise. Je ne vote pas pour la France insoumise parce que la France insoumise a pris des positions qui sont contre la nation française. Écoutez, moi je vais réagir à ce que vient de dire Bruno Le Maire parce que je suis, atterrée et deux, extrêmement en colère. On vous sent très ému. Très ému, parce que ça fait 10 ans que je vis dans une ville tenue par le Rassemblement national. Et ce que vient de faire Bruno Le Maire, c'est un comportement de lâche et de privilégié. De privilégié. C'est hors sol, c'est lunaire et c'est pas à la hauteur de l'histoire. Est-ce que le Rassemblement national a la possibilité d'être en majorité absolue à l'Assemblée nationale? La réponse est oui. Oui. Est-ce que la France insoumise a la capacité d'être à la majorité absolue à l'Assemblée nationale? La réponse est non. Est-ce qu'ils ont la capacité d'avoir un Premier ministre? La réponse est non. Donc ils se trompent de problème. Ils se trompent de problème. Et je vais vous dire, heureusement que les électeurs de gauche et écologistes sont moins sectaires et moins lâches que ça. C'est Arthur, bon, on a vu effectivement l'émotion de Marine Tondelier. Est-ce que effectivement cette stratégie républicaine, du Front républicain, peut fonctionner pour ce second tour, pour limiter la puissance du RN? Il y a quand même beaucoup d'écueils, effectivement, pour que ce Front républicain puisse vraiment se mettre en place. Pour revenir sur deux éléments, sur la décision floue, enfin les décisions ou les non-décisions du camp de la majorité présidentielle, c'est vrai que c'est assez étonnant parce que dans un certain nombre de circonscriptions, ils vont avoir besoin. Très clairement, d'ailleurs, c'est la gauche qui est la plus perdante à se désister puisqu'elle est la moins représentée dans ces duels-là. Et donc, ils vont avoir besoin d'un certain nombre d'électeurs du nouveau Front populaire pour faire élire un certain nombre de cadres de la majorité. Si vous regardez la circonscription de Mme Borne, si vous regardez la circonscription de M. Darmanin, il y a quand même des scores qui font que s'il n'y a pas de report de voix suffisant du côté de la gauche, ça peut être très compliqué. Et avec Elisabeth Borne, le candidat LFI va se désister. Dans la circonscription. Absolument. Et on imagine combien c'est compliqué pour un électeur de gauche de voter pour Elisabeth Borne. Donc déjà, je trouve qu'il y a effectivement un Front populaire à géométrie variable qui crée une confusion très importante et à mon sens, ça participe là encore une fois d'une tendance politique depuis un certain nombre d'années qui a été peut-être aussi amplifiée par le président de la République. Moi, il y a trois éléments qui me semblent importants. Le premier, on l'a dit, c'est qu'on est dans un climat d'opinion qui aujourd'hui montre que le Rassemblement national est perçu de moins en moins comme un problème
pour la République. D'ailleurs, je crois que c'est un ancien président de la République qui disait que le RN n'était pas un parti anti-républicain et qui faisait partie de l'arc républicain. Donc ça, c'est une première chose. Deuxième chose, la rhétorique du front républicain, elle semble effectivement complètement, désuète quand vous avez un président de la République qui a diabolisé et mis un signe égal entre ces deux extrêmes. Mais elle n'est pas désuète pour la gauche. C'est un peu compliqué, oui, bien sûr. C'est un peu compliqué pour des électeurs modérés de se dire que je vais mettre un bulletin, effectivement, Nouveau Front Populaire, quand pendant 6 mois, on a entendu que c'était dans la hiérarchie des périls exactement les mêmes. Et puis, le troisième élément, c'est quand même cette idée que si vous êtes toujours dans cette posture du dépassement du clivage, c'est-à-dire que vous considérez qu'il n'y a plus de clivage, or c'est moi et le chaos, c'est quand même compliqué de donner une alternative à vos électeurs quand finalement vous n'êtes plus du tout présent au deuxième tour. Donc finalement, pour eux, ce serait le chaos. Donc il y a quand même un flou et ça, à mon sens, participe peut-être aussi d'un manque d'idéologie, de colonne vertébrale idéologique auprès de la majorité présidentielle. Ça s'exprime assez clairement dans ce non-choix. Et c'est ce qui réussit à Jordan Bardella quand, par exemple, il prend la parole avec le slogan « alternance » sans logo. C'est-à-dire qu'il y a une sémantique qui est utilisée, assumée, qui va très bien avec la lettre qu'il a publiée ce matin aussi aux Français, dans laquelle il parle de retrouver la fierté et la grandeur de la France. Donc il y a pas de flou dans ce qu'il dit parce qu'il est très clair, mais si on lit entre les lignes de ce qu'il dit, retrouver la grandeur de la France, c'est une manière de parler d'une certaine France et une forme de nostalgie. Et en même temps, il floue le débat en mettant absolument pas le logo de son parti pour ne pas rebuter. Donc il va y avoir une semaine comme ça d'exercice pour séduire, pour montrer qu'il est absolument au rendez-vous, en comptant sur le flou dont vous parlez de là, du côté de la sémantique de la gauche. Quand il dit qu'il va être Premier ministre aussi de tous les Français. On va l'écouter, Jordan Bardella. Je ne crains aucun désistement. Je crois que le Rassemblement national peut remporter cette élection dimanche avec une majorité absolue, évidemment avec ses alliés, notamment les Républicains à droite d'Éric Ciotti. Donc mon ambition, c'est une majorité absolue dimanche. J'appelle les Français à rester mobilisés et j'entends évidemment, sur la base de cette majorité absolue, constituer un gouvernement d'union nationale pour mettre en œuvre le projet de redressement que j'ai présenté au pays. Et je suis le seul d'ailleurs dans cette élection, non seulement à pouvoir battre M. Mélenchon, mais à parler du fond et à parler du quotidien des Français, le pouvoir d'achat, la sécurité et l'immigration. Yves Tréhard, cette majorité absolue, quelles sont les probabilités? On n'est pas devin, mais enfin, ces triangulaires, ces désistements, a priori, doivent empêcher, c'est ça le but, que le RN ait la majorité absolue. Alors là, ça appelle beaucoup de commentaires. D'abord, le scrutin majoritaire à 2 tours, on ne pensait pas que ça permettrait un jour au Rassemblement national d'arriver si haut. De la proportionnelle, alors. Oui, non, mais c'est improbable, parce que sincèrement, c'était pas fait pour leur faciliter la tâche. C'est le génie de Macron aussi, ça, c'est d'avoir fait rentrer la 4e République dans la 5e, d'une certaine façon, et d'avoir réussi à apporter les 3 blocs, voilà. C'est en faisant son adversaire principal qu'il a fini par... oui, enfin, il n'y a pas que ça, parce qu'il y a quand même des raisons... matériel, de pragmatique, de terrain, que d'ailleurs Laurent a exposé tout à l'heure, mais ça vient de loin quand même. C'est pas, Macron n'est pas seul responsable de ce qui se passe aujourd'hui. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, la majorité absolue. Moi, je pense qu'ils peuvent l'avoir, cette majorité absolue, parce que je crois qu'il va y avoir des failles dans ce front républicain. Il y en aura sans doute. On verra demain soir. Ça, c'est la première des choses. Parce que jusqu'à 18h demain pour déposer les candidats. S'il n'y a pas de front républicain, s'il n'y a pas de majorité absolue, qui sont loin du compte, alors là, je ne sais pas ce qui peut se passer, parce que je ne crois absolument pas à cette histoire de coalition inventée par sur un coin de table. Il n'y a pas d'autre solution ? Oui, mais ça ne marchera jamais. Comment on peut faire avaler à des Français que monsieur... Madame Obono ou bien, je suis d'accord, mais Madame Obono peut s'entendre. On fait une France sans gouvernement. Alors, bien en Belgique, ça a marché pendant. Ça peut. Alors, une France sans gouvernement. Alors ça, c'est encore un autre scénario. Mais je sais pas. Mais alors, on parle d'un gouvernement technique. C'est pas tellement la culture française. C'est pas notre culture. Comment Monsieur Mélenchon peut accepter un Premier ministre technique? Moi, je ne vois pas très bien, parce que... Et où le trouver, celui-là? Parce que ça, c'est une bête rare, quand même, le technique. Parce que ça, c'est encore un autre scénario, hein, un gouvernement technique. Oui, c'est vrai que ça fait marrer tout le monde, mais en même temps, parce que après le 7 juillet, si le Front, enfin, si le Rassemblement national n'est pas majoritaire, hypothèse. Donc, il y a une majorité totalement disparate, qui est morcelée.
Les chefs de cette majorité vont être devant un espace-temps de 3 ans au maximum, au terme duquel il y aura une élection présidentielle. Si c'est le désordre dans cet ensemble-là disparate, si c'est le désordre, s'il y a des gouvernements qui apparaissent puis qui disparaissent, un Premier ministre, on ne sait pas qui c'est, Donc en fait, il y aura une très Marine forte Le Pen a gagné d'avance. Oui. Ah bah oui, ça c'est Ça, ils le savent. Ça, ils le savent. Donc il va quand même y avoir un aiguillon assez fort quand même pour faire en sorte que les choses se passent pas trop mal. Il y a une logique, c'est-à-dire qu'il y a une des sorte de Français. coalition possible entre ce qui irait de LR à LFI. Enfin, Sur le papier, elle n'est pas possible, mais il n'y a pas Il d'autre serait mis solution. devant le Il y a pas d'autre pied du solution. mur, quoi. C'est pas au pied du mur. Effectivement, ça. Donc au pied du mur, ça J'ai pourrait du mal à éventuellement l'imaginer, marcher. mais effectivement, parce qu'il y a une autre solution, c'est que, bon, on arrive, majorité, gouvernement introuvable, et que le président de la République, imaginons, soit obligé, démissionne. Parce qu'il nous habitue quand clarifier les même, choses. il nous habitue à des gestes tout à fait étonnants quand même. Hein. Non, il a dit qu'il ne le ferait pas, mais... Seul que le prochain président de la République, s'il y a une élection présidentielle, ne pourrait pas dissoudre pendant 10 mois. Quoi. Donc on serait encore... bon, alors il y a peut-être une... je ne sais pas comment ça... c'est vraiment... On va, quand on dit qu'on va... C'est un saut vers l'inconnu, on va vraiment vers l'inconnu s'il n'y a pas de majorité. S'il n'y a pas de majorité. Oui, il y a un désir de changement réel, de toute évidence. On voit qu'en 2 ans, le Rassemblement national a doublé ses voix. Donc il y a peut-être aussi une logique chez les Français d'accorder à Jordan Bardella la possibilité de gouverner pour ne pas aussi qu'il se victimise en disant, vous voyez, le système n'a pas envie que je puisse agir, donc votez pour nous en 2027. Et là, Marine Le Pen aurait toute place à gagner. Donc il y a peut-être aussi une logique comme ça française à dire, on va essayer, comme ils le disent. Ce qui est insupportable. Il ne faut pas tout essayer dans la vie, mais peut-être qu'ils auraient cette logique-là. Cela dit, s'il devient Premier ministre, Jordan Bardella, il compromet, à mon avis, selon la tradition de la Ve République, les chances de Marine Le Pen, parce qu'on sait que quand on est à Matignon, ça ne sera pas elle, mais... Ça ne sera pas elle, justement. Oui, mais quand même. On est porteur d'un bilan, on est comptable d'un bilan. On est comptable d'un bilan. Alors vous me direz, il y a une exception, c'est Chirac-Balladur, mais Chirac-Balladur, l'entente avait explosé. Est-ce qu'elle peut exploser entre M. Bardella et Mme Le Pen? C'est toute la question. Mais c'est ça aussi. Si jamais il y a une cohabitation, elle risque d'être dure. Bon, déjà, Jordan Bardella a dit qu'il ne serait pas Premier ministre s'il n'avait pas la majorité absolue. Si la majorité absolue et qu'il y a une cohabitation entre manifestement Emmanuel Macron s'y attend. À mon avis, je ne suis pas le stratège du Rassemblement national, mais à mon avis, ils vont y aller mollo. C'est-à-dire, ils vont avoir 4-5 réformes qu'ils veulent faire, qui sont possibles, exactement. qui sont scandaleuses à mon avis, mais ça c'est mon avis à moi. Donc le droit du sol, ils ont déjà dit. Ces choses-là, des choses qui ne coûtent rien et qui passeraient à l'Assemblée. Et puis un peu de pouvoir d'achat quand même, parce qu'ils ont promis de le faire. Et ensuite, ils diront, on ne peut pas faire plus, parce que, vous comprenez, il y a Macron à l'Élysée, et il y a le Conseil constitutionnel, et puis il y a l'Europe. Et donc, si vous voulez que ça aille vraiment mieux, parce qu'ils pourront dire, on n'a pas beaucoup de résultats, parce qu'on n'a pas pu faire grand-chose. Et donc, si vous voulez que ça aille vraiment bien, il nous faut tous les pouvoirs, pas seulement le Parlement, il nous faut aussi la présidence. Stuart Shaw, c'est vrai sur une cohabitation... Non, mais Jordan Bardella veut la majorité absolue parce qu'il sait très bien qu'en dans le cas où il y aurait une tripartition pour faire passer des textes, il aurait une opposition qui serait tellement importante que ce serait compliqué de faire voter des textes. Pour autant, et c'est peut-être une hypothèse aussi, c'est qu'effectivement, c'est peut-être la stratégie du président de la République, qui est d'ailleurs assez douteuse, de cette stratégie de la terre brûlée. C'est-à-dire que je perds, mais tout le monde doit perdre avec moi. Donc c'est-à-dire qu'il n'y a aucun gagnant. Et donc, finalement, le 8 juillet, se dire, voilà, vous êtes maintenant face à vos responsabilités. Quels sont les sociodémocrates et quels sont les LR qui restent dans ce sillon un peu du centre modéré, qui seraient capables de faire effectivement un gouvernement d'union nationale? Je l'imagine assez mal, mais ça pourrait être une hypothèse que proposerait le président de la République pour se remettre finalement sur le devant de la scène, avec un paradigme qu'il connaît bien, c'est-à-dire le dépassement du clivage. Et je ne suis pas certain non plus qu'il y aurait beaucoup de réfractaires, autant à gauche, autant chez les LR hors Ciotti, qui ne se diraient pas, si la responsabilité doit être de participer aujourd'hui à un gouvernement d'union nationale pour répondre finalement à cette incertitude et à ce climat d'opinion qui est quand même extrêmement fracturé. Pourquoi pas essayer? Yasmina Jaffar. À gauche, qu'est-ce qu'il pourrait dire en fait? Participer à ce genre de coalition complètement improbable, ça pourrait être... Alors c'est difficile d'imaginer le président de la République en position d'être audible aujourd'hui, parce qu'il y a quand même une haine qui s'est amassée contre lui. Et alors,
dans tous les camps et surtout dans le sien. Ne serait-ce que pour les triangulaires, arriver à convaincre certains de gauche de se désister en faveur d'ensemble de deuxième personne, c'est compliqué. Donc j'imagine mal une coalition comme celle-ci. Je pense que ça pourrait vraiment pas tenir. Et on serait amené à une autre dissolution dans 1 an, parce qu'on ne peut pas le faire avant. Donc ça veut dire 1 an de paralysie. 1 an de paralysie. Et je ne suis pas sûre que le pays ait envie de paralysie. Ce qu'ils veulent, les Français, profondément, c'est du changement, parce que depuis très longtemps, pas 20, pas 30, en fait, ça a commencé quasiment en 2002. Ensuite, il y a eu le 2005, le Maastricht qui n'a pas été entendu. En fait, c'est des Français qui... Le traité constitutionnel. Oui, voilà, le traité constitutionnel. Voilà, c'est cette entente qui est réclamée aujourd'hui. Donc, être dans le chaos pendant 1 an, je ne suis pas convaincue. Laurent Geoffrin, chaos pendant 1 an. Ça, c'est l'autre scénario possible. C'est effectivement pas de... Donc, 3 blocs, grosso modo. Ceux qui pas de majorité absolue. Mais c'est suicidaire pour ceux qui participeront. Oui. Oui. C'est ça la limite du raisonnement, parce qu'ils ne sont pas fous, quand même. Ils n'ont pas envie de se discréditer à 2 ans et demi de la présidentielle. Donc qu'est-ce qui peut se passer pendant 1 an? C'est-à-dire qu'il faudrait une nouvelle dissolution dans 1 an. Donc il y a eu des précédents historiques, alors je cite ça souvent, mais il y avait un gouvernement au début du XXe siècle, c'est ancien, mais ça existait, et c'était très important. Après l'affaire Dreyfus, il y avait une menace. C'est Troisième République, là. Il y avait une menace, oui, vraiment, c'était la République, quoi. Et il y avait une menace d'extrême droite à l'époque, dans la foulée de l'affaire Dreyfus. Et on a fait un gouvernement dirigé par M. Waldeck-Rousseau, et qui comprenait le général de Gallifet, qui était un fusilleur de la Commune, donc qui était sur la droite de la droite, et il y avait Alexandre Mitterrand, qui était socialiste, lui, et qui était donc un révolutionnaire. À l'époque, les socialistes étaient beaucoup plus virulents qu'aujourd'hui. Et ils se sont retrouvés dans le même gouvernement, et ils ont gouverné la France pendant plusieurs années, et ils ont fait des réformes importantes. Mais ils étaient tous attachés à la République. Donc il y avait une bataille sur le principe même de la République, parce que ceux d'en face voulaient abolir la République, ce que ne dit pas le Rassemblement national. Mais ça a existé, voilà. Il y a eu des cas aussi, sous la 4e, quand ils ont voulu empêcher et le PC d'un côté et les gaullistes de l'autre. Ils ont fait un système d'apparentement avec un gouvernement qui mélangeait tout le monde, sauf les gaullistes et les communistes. Donc on trouvait une sorte de scénario 3e République ou 4e République pendant la 5e. C'est ça tout le génie de Macron, d'une certaine façon. C'est cynique ce que je dis. On voyage dans le temps. Ironique, mais effectivement. Non, ce qui est intéressant dans cette histoire aussi, c'est qu'on voit que le pouvoir s'est déplacé. C'est-à-dire que cet homme seul... monarque républicain avec un pouvoir vertical. Ça date pas de lui d'ailleurs. À part Hollande, tous les autres l'ont exercé de la sorte. Eh bien, on voit que là, aujourd'hui, on est vraiment dans un régime qui est pas présidentiel, mais semi-présidentiel, effectivement, et que le pouvoir, il a aussi ses racines et son du côté législatif. Et alors, ce qui est très extraordinaire, c'est que d'entendre le Premier ministre, par exemple, l'actuel, le sortant, dire qu'il prendrait, si jamais il était reconduit, ce qui ne sera évidemment pas le cas, il ne prendrait pas sa légitimité de l'Élysée, mais il la prendrait du Parlement. C'est quand même incroyable, quoi. C'est un renversement c'est comme Jospin, total. Ils sont censés être du même parti. Mais oui, c'est assez incroyable. Alors, ce qui pourrait aussi appeler, au-delà de ça, si jamais il y a une crise très importante, à une réforme des institutions à terme. Peut-être que ça donnerait envie à beaucoup et qu'il y aurait une prise de conscience en disant on ne peut plus vivre avec ces institutions-là, qui sont néanmoins très malléables. Mais dans quel sens ? C'est-à-dire, Yasmina Jaffar, il faudrait une réforme justement des institutions. Ça voudrait dire aussi réviser la Constitution. Enfin, tout ça demande 2 tiers des majorités pour éviter qu'un président décide d'une dissolution comme ça à l'emporte-pièce quand ça lui plaît, quoi. D'ailleurs, c'était le cas. Il y avait une période où on pouvait dissoudre à plusieurs fois dans l'année. Et ça a été corrigé à la Troisième République, si je ne me trompe pas. Pour justement... Pour que ce soit plus qu'une fois, c'est ça? Enfin, on avait réduit le... C'est plus ça. Oui. Jouer avec les institutions, ça peut être dangereux dans un moment comme celui-ci. Donc, je ne sais pas. On verra. Une réforme institutionnelle des institutions? Enfin, une réforme institutionnelle, il faut une majorité. C'est ça, et même 2 tiers, me semble-t-il. Donc, très compliqué. Comme il n'y a pas de majorité pour qu'il y ait un jour une majorité, il n'y aura pas de majorité. Donc en fait, bref. Ce sera compliqué. Oui, donc voilà. Mais de toutes les réformes institutionnelles que vous proposez aux Français, je parle juste d'un point de vue de l'opinion, ce qui est assez étonnant, c'est qu'on se dit, mais comment réparer ce fossé entre le politique et
Et les Français, quand vous leur proposez un certain nombre de réformes, ce qui est assez intéressant, c'est qu'en fait, ce n'est pas tant des réformes qui leur permettent de revenir aux urnes, mais davantage des réformes qui leur permettent d'exclure de plus en plus les élus de la vie démocratique. C'est-à-dire qu'en fait, on Démocratie participative. Absolument. C'est-à-dire qu'en fait, on n'est pas du tout sur une volonté, une désirabilité de réformer les institutions telles qu'elles sont là actuellement pour qu'elles fonctionnent mieux, mais on est dans la volonté d'interdire davantage les élus d'exercer leur pouvoir. Donc je ne suis pas certain non plus que la démocratie directe, comme on peut l'imaginer, soit la solution dans une fracturation de la société telle que l'on vit aujourd'hui. D'ailleurs, et je trouve ça assez intéressant, cette stratégie de la gauche, qui pour le coup aurait pu jouer aussi ce jeu institutionnel, parce qu'il joue dans cette campagne à un jeu, mais en se donnant une stratégie très différente. On a le bloc de la majorité présidentielle qui a dit très très vite, avec le Premier ministre, choisissez-moi comme Premier ministre. On a eu le Rassemblement national qui a dit, si on gagne, ça sera Bardella, et à gauche, on ne sait pas. Et on ne sait pas, et d'ailleurs il y a une hésitation, il y a toujours ce Jean-Luc Mélenchon qui est là comme un épouvantail, qui apparaît comme un élément repoussoir pour beaucoup, mais on ne sait pas quelle pourrait être l'alternative dans cette question d'incarnation. Or les institutions aujourd'hui, telles qu'elles sont aujourd'hui, elles ont besoin d'incarnation. Si la gauche veut essayer, je pense, de renverser une chose sur cette semaine qui vient, c'est de clarifier aussi ce qui pourrait être un petit peu le casting, finalement, d'un Premier ministre. Ça ne veut pas dire, parce qu'on voit selon les chiffres que ça sera peu probable qu'ils arrivent à une majorité absolue, une majorité à l'Assemblée. Mais ça permet à un électeur de gauche de se dire, mais qui est aujourd'hui le leader de cette gauche-là? Merci. Je suis tout à fait d'accord avec ça. Merci Stewart Chaud, merci beaucoup Yves Tréhard, Laurent Geoffrin, merci Yasmina Jaffar. Voilà ce qu'on pouvait dire sur les différents scénarios à l'issue de ce premier tour du scrutin des législatives, deuxième tour donc dimanche. Merci à vous tous de nous avoir suivis. Vous retrouvez l'émission sur les réseaux sociaux, en podcast. À demain.